Aujourd'hui, je rentre de vacances. Ouais. Du coup, j'avais envie de vous faire une toute petite vidéo sur un sujet simple, facile, pas prise de tête. Du coup, on va parler d'un des outils les plus connus et aussi les plus simples de la cryptologie, qui a été utilisé par plein de gens et qui s'appelle la grille de Cardan. Pour ça, on va en discuter aujourd'hui avec son inventeur, monsieur Jérôme Cardan. Bonjour. Monsieur Cardan? Pas du tout. Mais vous êtes qui, du coup? Armand Jean Duplessis. Hein? Le cardinal de Richelieu. Ah, le méchant des trois mousquetaires! Ah, mais arrêtez avec ce livre, hein. C'est n'importe quoi. Je suis pas méchant. C'est de la calomnie. Je vous ferai exécuter pour ça. Ben, on n'est pas sorti du sable. Alors vous êtes le cardinal de Richelieu? Oui. Mais vous n'êtes pas méchant. Mais non, puisque je vous le dis. Mais vous avez pas tué plein de gens? Si, mais j'avais pas le choix. Comment ça? Ben, absolument tout le monde voulait m'assassiner tout le temps. Fallait bien que je me défende. Que je fasse des exemples. Mais pourquoi les gens voudraient vous assassiner? Ben, pour récupérer le pouvoir, pardi. Comme j'ai viré tout le monde, et ben, personne à part le roi pouvait me blairer. Attendez, je croyais que vous et le roi vous étiez ennemis, que vous arrêtiez pas de comploter contre lui. Mais pas du tout, on était copains comme cochons. Bon, ça devient n'importe quoi. Laissez-moi tout vous raconter depuis le début pour que votre petit cerveau puisse comprendre. Au début, le roi ne m'aimait pas trop. Pourquoi? Parce que je suis entré au service de sa mère. Et Louis XIII, il détestait totalement sa mère. Sa mère, c'était Marie de Médicis. Il faut dire qu'elle n'était pas vraiment sympa avec lui. Déjà, elle avait honte de lui. Elle essayait de le cacher parce qu'il était bête. Elle préférait son deuxième fils, Gaston d'Orléans. Paye ta mère! Elle l'a pas eu facile, vous savez. Marie, elle vient de la famille des Médicis. Des puissants banquiers florentins qui ont donné plusieurs reines à la France. Avec plein de pognon au passage. À la cour, on n'était pas fan des Italiens. Elle a été surnommée la grosse banquière. Sympa. Bah, c'est mieux que la grosse chaussette. Elle a épousé le roi Henri IV, qui était tellement chaud lapin qu'il sautait sur tout ce qui passait. Elle était super jalouse. Du coup, elle n'a pas trop apprécié. Tu m'étonnes. En plus, il a mis des années avant de la faire couronner. Pourquoi? Des raisons principalement politiques, mais surtout de la radinerie. Ils avaient déjà eu 9 enfants quand elle a été couronnée le 13 mai 1610. Pas de bol, son mari est mort assassiné par Ravaillac le lendemain. Ah mince! Louis XIII avait 9 ans, ce qui est pas terrible pour diriger un pays. Marie est devenue régente de France. En gros, c'était elle la patronne, jusqu'à ce que le nouveau roi il puisse gérer le business. Le problème, c'est qu'elle aimait bien être la patronne, et elle n'était pas prête à lâcher. À 16 ans, le roi était majeur, et il en a eu marre. Pour montrer les dents, il a fait assassiner Concino Concini, l'un des favoris de Marie de Médicis. Pardon, Concino Concini? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est rien, c'est juste moi. Continuez. Après l'assassinat, le roi a exilé sa mère à Blois. Le problème, c'est qu'elle n'y est pas restée. 2 ans plus tard, elle s'est échappée et a rejoint le château d'Angoulême, où elle a provoqué un soulèvement avec les autres nobles. À ce stade, en France, se soulever contre le roi, c'était un peu un sport national. Aïe. Comme vous dites, c'était parti pour la guerre civile. La guerre a été évitée de justesse grâce à moi. C'est moi qu'on a chargé des négociations. Bon, ça m'a pris 1 an parce que la Marie, elle voulait pas lâcher de morceaux. Au final, ils ont signé la paix. À l'époque, j'étais encore évêque. Du coup, dans le traité, je me suis permis d'ajouter une toute petite clause pour obtenir la robe de cardinal au passage. Malinx, lynx. Vous n'avez pas idée. Mais bon, après quelques épisodes, la reine et moi, on est revenu au conseil du roi en 1624. Il était méfiant au début, mais il a rapidement adopté mon programme politique. Je suis devenu son premier ministre. C'était quoi votre programme? Le pouvoir à Louis XIII, Louis XIII grand roi. Tu m'étonnes que ça lui ait plu. Ça a pas dû plaire à sa mère par contre. Pas du tout. Elle supportait pas l'idée que moi, son petit protégé, soit devenu indépendant. Du coup, le 10 novembre 1630, elle a posé un ultimatum au roi. Elle lui a dit que c'était elle ou moi. Je peux vous dire que j'en ai suis. Le roi lui a dit qu'il n'avait pas le temps. Le lendemain, il m'a convoqué à Versailles. On était en 1630. Voilà, c'est mieux. Je disais, il m'a convoqué à Versailles. Et il m'a dit, entre l'État et ma mère, je choisis l'État. Ah oui, c'était l'amour fou en fait. Oui,
il faut dire que j'étais tout ce qui n'était pas. J'étais grand, beau, j'avais tellement d'éloquence, du charisme. Il avait besoin de moi. Et je me privais pas de lui rappeler. Il m'arrivait de le titiller, mais on était super proches. À la fin de nos vies, quand on est malade au point de ne plus pouvoir se lever, ben on a installé nos lits l'un à côté de l'autre pour pouvoir discuter toute la nuit. Je ne dis pas la séance de papote. Mais attendez, je viens de me rappeler d'un truc. Vous dites que vous étiez super proches, mais vous aviez pas essayé de vous taper la reine? Oh, mais qui n'a pas essayé de taper la reine? Bon, à part le roi qui mettait pas vraiment du cœur à l'ouvrage. Faut dire qu'il préférait les garçons. Pourtant, Anne d'Autriche, elle était belle, hein. Un vrai canon, hein. Et pas un canon de marine tout gros, tout dégueulasse. Non, 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 un beau canon de campagne. Elle avait un fût, et de ses boulets. Enfin bref, il y a plein de gens qui ont essayé. Notamment le duc de Buckingham. Ah oui, ils étaient amoureux, comme dans les Trois Mousquetaires. Alors, je dirais pas vraiment ça. Ils se sont un peu dragouillés au début, mais il y a eu l'affaire. En 1625, Henriette, la sœur du roi, part épouser le roi d'Angleterre. Anne d'Autriche et Marie de Médicis l'accompagnent et passent une nuit à Amiens. Anne, à cause de sa meilleure amie la duchesse de Chevreuse, se retrouve toute seule lors d'une balade avec Buckingham dans les jardins. Disons que se montrer aussi insistant que ce qu'il a fait, ben, ça a quand même forcé la reine à appeler à l'aide. Wesh, mademoiselle, t'as un beau boule. Je... Au secours! Au secours! Paye ton histoire d'amour. N'est-ce pas? Le roi a pas vraiment tout à fait apprécié. Avec ça, et les nombreuses fausses couches, il était glacial avec elle. Louis XIII, meilleur mari du monde. Après ça, il y a eu la guerre avec l'Espagne, et Anne d'Autriche était soupçonnée de fournir des informations à son frère le roi d'Espagne, Philippe IV. On a éloigné les suivantes, fait fouiller ses affaires, et surtout son courrier, et tout ça. Attendez, Anne d'Autriche, c'était la sœur du roi d'Espagne? Ben oui, le mariage entre Louis XIII et Anne d'Autriche était une alliance avec l'Espagne. Mais attendez, mais pourquoi elle s'appelait d'Autriche du coup? Ah, Anne faisait partie de la maison des Habsbourg, qu'on appelait aussi Maison d'Autriche. Les Habsbourg contrôlaient l'Autriche, l'Espagne, une partie des Pays-Bas, de l'Italie, des Amériques, enfin bref, beaucoup trop à mon goût. Bon, ok, c'est plus clair. Mais sinon, vous et elle, enfin, vous avez essayé quoi? Moi? Moi, je ne suis qu'un homme qui aime les femmes. Je me suis pris un magnifique râteau. Ça fait mal aux dents. En même temps, personne n'a réussi. À part mon successeur. Oh, monsieur de Mazarin, nous aurions bien besoin de vos conseils. Parce qu'il tient un peu la merde en ce moment. Mais pas de problème, vous allez voir, je vais vous montrer la politique à l'italienne, ça marche super bien. Oh, j'ai hâte. Attendez, cardinal, c'est une sorte d'évêque, non? Il n'y a pas une histoire de vœux de chasteté? Vous savez, à l'époque, l'église était différente. Et moi, à la base, ben, j'étais même pas censé devenir religieux. Ah bon? Oui, dans les familles nobles, on répartissait les carrières entre les différents enfants. Moi, j'étais censé faire carrière dans l'armée, et mon frère dans l'église. Sauf que il a tellement aimé la religion qu'il a voulu devenir moine. Mais quel rapport avec vous, du coup? Ma famille était plutôt pauvre. Notre seul revenu, c'était les rentes du diocèse de Luçon. Le diocèse le plus pourri de France. Ça rapportait pas beaucoup, mais ça rapportait. Du coup, je suis devenu évêque à sa place en trichant un peu. Comment ça, en trichant? Je suis sorti de la Sorbonne à 22 ans. Mais pour être ordonné évêque, il en fallait 25. Du coup, je suis allé à Rome. Pour être ordonné par le pape. Avec un faux certificat de baptême. Waouh, mais vous avez pas eu des problèmes? Non, quand le pape a pris, il a juste dit « S'il survit à ça, ça sera un fourbe ». Ah ouais, c'était pas la même église. En même temps, il avait pas tort sur ce coup-là. Je vais pas vous contredire, j'étais assez doué. J'ai fait plein de choses pour la France. Mais de quel genre en fait? Parce que j'avoue, j'ai vraiment aucune idée de ce que vous avez foutu. Mais j'ai fait plein de choses. J'ai fondé l'Académie française, ordonné le premier dictionnaire, participé à la fondation du Québec. J'ai fait construire des châteaux, des beaux châteaux. Et sur le plan politique, j'ai mis en place mon programme en 3 points.
Premier point, et c'est le plus important, c'est de démonter la gueule à ces hérétiques de protestants. En 1598, le roi Henri IV a promulgué l'édit de Nantes qui tolère l'existence de ces hérétiques. Pfff. Ils en ont profité pour bien se développer. Du coup, on s'est tapé plein de soulèvements protestants, à tel point qu'en 1621, La Rochelle, la plus grosse ville protestante, a proclamé son indépendance. La nouvelle République de La Rochelle. Pouah, on pouvait pas laisser passer ça. Du coup, en novembre 1627, bim, on les assiège. J'ai fait déployer 20 000 hommes autour de la ville. Le problème, c'est que c'était un port. En 1628, on a intercepté des messages codés, qu'on a pu déchiffrer grâce à Rossignol. Non, pas le Piaf, le monsieur. Antoine Rossignol. Un matheux qui connaissait très bien la cryptologie. Il a décodé des messages qui prévoyaient un ravitaillement anglais par la mer. Du coup, pour arrêter ces salauds d'anglais, j'ai fait construire une énorme digue sur 1500 mètres de long. On l'a construit en coulant des bateaux pour les fondations. On avait besoin de 4000 ouvriers. Elle était tellement belle, ma digue, qu'il y en a plein de touristes qui sont venus la visiter. Dessus, j'ai mis plein de canons, des gros canons. Avec pour ordre de détruire tout ce qui sortait du port, ou qui essayait de s'en approcher. Ils ont tenu jusqu'en octobre 1628. Ah ouais, 11 mois sans recevoir de vivres, c'est long quand même. Oui, à la fin du siège, La Rochelle est passée de 28 000 habitants à 5 500. Vous savez que c'est pas comme ça que vous allez convaincre les gens que vous êtes pas méchants? Ah, la guerre comme à la guerre. Et la guerre, on en fait. Mon deuxième objectif, c'était de freiner l'expansion des Habsbourg en Europe. Parce que bon, commençait à être ingérable. Le problème du coup, c'est que quand on a commencé la guerre avec l'Espagne, on s'est retrouvé attaqué à toutes les frontières en même temps. Au début, on s'est un peu fait défoncer nos mouilles. La Picardie, la Champagne et la Bourgogne ont été envahies. On est passé pas loin d'une attaque sur Paris. Bon, je vous passe tous les détails, mais on a réussi à reprendre la main. Notamment grâce à notre alliance avec les royaumes protestants, comme la Suède. Votre alliance avec les protestants? Ben oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, c'est juste moi, continuez. Bon, résultat, on a tout de même repris l'Alsace. Je peux vous dire que j'en ai sué. Pour m'aider à réfléchir et à me détendre, j'aimais bien me caresser le mignon. Pardon? Ben oui, j'avais 14 minous. D'accord, tout va bien, continuez. La guerre qui m'a fait le plus suer, c'était pas l'extérieur, mais l'intérieur. Le dernier point de mon programme, et le plus important, c'était de rétablir l'autorité royale. Pour ça, il fallait mater la haute noblesse. Gaston d'Orléans, Mademoiselle de Montpensier, la duchesse de la Chevreuse, le prince de Condé, le comte de Soissons, et tellement d'autres, tous des vautours. Je leur ai retiré le pouvoir, enlevé leurs charges, et j'ai rasé des châteaux. Du coup, tout le monde essayait de m'assassiner. Même le favori du roi, le marquis de Saint-Mars, a participé au complot. Alors que c'est moi qui l'avais placé là pour espionner le roi, l'ingrat. Et puis le roi, il l'a fait exécuter. Il a fait exécuter plein de gens. Le roi vous a soutenu jusqu'au bout? Oui, à chaque fois que je demandais d'exécuter quelqu'un, oui d'ailleurs, il était très inquiet. Il m'a imposé des mousquetaires. Bon, au début j'ai refusé parce que c'était pas pratique. Mais bon, c'était quand même utile pour éviter de mourir. Au bout de la 50e tentative d'assassinat, je me suis dit que ça pouvait être pratique parfois. Il y a un moment, j'en avais jusqu'à 500 qui me suivaient partout. Mais vous aviez quand même des espions chez le roi? J'en avais partout. J'ai espionné tout le monde. J'ai fondé un des premiers grands réseaux d'espionnage moderne. J'étais au courant de tout. Du coup, personne ne pouvait m'avoir. Oh, et me jugez pas, Vous aussi, vous en aviez envoyé chez moi. Vous savez, ceux qui sont allés se promener dans les bois cueillir des champignons et qu'on n'a jamais revus. C'est dangereux, les bois. Il y a des loups, vous savez. Monsieur de Richelieu, c'était pas la question. À la base, on parlait de la grille de Cardan. Oui, c'est vrai. J'ai crypté toute ma correspondance avec ça. Vous allez voir, c'est cool. Alors, c'est simple et pratique. Vous prenez une feuille de carton dans laquelle vous allez faire des rectangles. Vous remplissez le message que vous souhaitez écrire avec des phrases anodines. Une fois que vous avez un message un petit peu anodin, vous envoyez le message à l'autre personne. L'autre personne, elle n'aura qu'à placer une copie de la grille de carton pour pouvoir déchiffrer le message. Et voilà.
L'avantage, c'est que quand c'est bien fait, si quelqu'un l'intercepte, il se doute pas que c'est un message secret. C'est de la stéganographie. Par contre, ça demande un certain talent littéraire pour ne pas se faire griller. Pour quelqu'un d'éloquent comme moi, qui est beau, intelligent, modeste et qui maîtrise parfaitement la langue sans aucun souci, il n'y a pas de problème. Oh, ça a l'air bon. Moi, j'aime bien la confiture. Je l'ai bien niqué. Par contre, pour d'autres... Wesh, vas-y, moi j'y crois, ça passe. C'est bizarre, mais c'est mal écrit. Pas besoin de savoir lire. J'aime pas. Ça passe pas. Ta mère la pantoufle. Ça m'a bien servi cette technique. C'est vachement pratique. Sauf si tu pommes la craie. Alors là, t'es foutu. C'est arrivé ça déjà? Oui. Un exemple connu de ça, c'est celui du manuscrit de Voynich, l'énigme la plus célèbre de la cryptologie. Ce livre, daté d'entre 1404 et 1438, il avait été découvert en 1912. Il est complètement incompréhensible. On ne sait ni la langue, ni le code qui aurait pu être utilisé. Certains pensent qu'il a été conçu avec une grille de Cardan, et dans ce cas, on serait carotte. D'autres ne sont pas sûrs, parce que le but de la grille de Cardan, c'est qu'on se doute pas qu'il y a un message. Alors que là, avec un bouquin qu'on comprend pas... Ben voilà. Moi, avec mes codes et mes espions, j'ai réussi à plumer tous ces vautours. À ma mort, ils sont tous venus me voir sur mon cercueil. Non, c'était pas pour me pleurer, c'était pour s'assurer de leurs yeux que j'étais bien mort. Ah oui, vous étiez craint à ce point-là? Quand je suis mort, le pape a dit, je cite, « Si Dieu existe, il a du souci à se faire, mais s'il n'existe pas, l'heureux homme. » J'avoue, c'est quand même vachement la classe. Oh que oui. Quand je suis mort, ils ont cru qu'ils avaient gagné. Mais j'ai assuré jusqu'au bout. J'ai nommé mon successeur. Il payait pas de mine, mais il leur a fait mordre la poussière. Moi, vous allez voir, je suis quelqu'un de très conciliant, très amical. Hein? Derrière moi? Ah, c'est juste un outil de politique italienne. Monsieur de Richelieu, notre temps est compté. Que diriez-vous pour conclure? Ne sous-estimez jamais les dégâts que peuvent faire les codes. Les espions. Et les mousquets aussi, ça fait mal les mousquets. Ils s'attaquaient à moi. Il paraît que c'est un coup à se faire plomber, le moral. Alors vous avez tout intérêt à vous abonner, à liker, à commenter, à re-vous abonner, parce que je suis trop belle, et que c'est dans votre intérêt. N'est-ce pas ?